Mesdames et messieurs, les membres du jury, ma chère consoeur, cher public, le sujet de notre joute oratoire aujourd'hui est une question qui chatouille autant qu'elle divise. Peut-on rire de tout? Selon vous, peut-on rire des homosexuels et des transsexuels, des arabes et des noirs, des juifs et des nazis, des riches et des pauvres? Je m'arrête là, mais la liste des sujets épineux est encore longue. Avant tout, j'ai en mémoire une soirée, il y a quelques années, où une blague lancée avec une intention que son auteur croyait légère a instantanément glacé l'atmosphère, qui énonçait qu'un arabe tombé dans de l'eau bouillante, c'était un gribouillis. Le rire attendu s'est mué en silence pesant, en regard fuyant. Ce soir-là, j'ai compris de manière palpable que non, tout ne se prête pas forcément à la légèreté. Alors explorons ensemble ces frontières invisibles, ces zones où le rire trébuche sur la sensibilité, en nous demandant: existe-t-il un des sujets que notre humour devrait-il s'interdire? J'ose vous le dire, mesdames, messieurs, on ne peut pas rire de tout, contrairement à ce que vous dira par la suite ma consoeur avec l'aplomb que je lui connais. Souvent, on entend dire que la liberté d'expression, puisqu'elle est garantie par la Constitution de notre 5e République, est forcément totale, qu'on a le droit de dire ce que l'on veut, même sous la forme de blagues. Il est vrai que la liberté d'expression est très importante, mais aucune liberté n'est sans limite. Pensez aux règles de la route. On est libre de conduire, mais on doit respecter les feux et les limitations de vitesse pour la sécurité de tous. Pour le rire, j'aime à croire qu'il en est de même. S'il blesse les autres, s'il procède à leur mise à l'écart, il excède alors les limites admises. En effet, même si la liberté d'expression est un droit fondamental, elle n'est pas absolue, surtout lorsqu'il s'agit de propos discriminatoires ou haineux. En France, plusieurs lois encadrent les limites de l'humour, notamment la loi Pleven de 1972, qui réprime l'incitation à la haine raciale, et la loi Guesso de 1990, qui interdit la négation des crimes contre l'humanité, notamment la Shoah. Ces textes visent à protéger la dignité des personnes et des groupes contre le discours qui pourrait encourager la violence, le mépris ou la stigmatisation. L'humoriste Dieudonné Mbala en est un exemple emblématique. Il a été condamné plus d'une dizaine de fois pour injure publique, incitation à la haine raciale ou apologie du terrorisme. En 2013, il a invité sur scène le négationniste Robert Faurisson pour lui remettre un prix satirique, ce qui a été perçu comme une forme de banalisation du négationnisme. Pour cette mise en scène, il a été condamné à 28 000 € d'amende. En 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, il y a écrit sur Facebook « Je me sens Charlie Koulibaly », fusionnant le nom des victimes et celui du terroriste Amédi Koulibaly. Cela lui a valu une condamnation à 2 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. D'autres condamnations antérieures portaient aussi sur des propos antisémites dans ses spectacles, notamment sur les chambres à gaz, qui ont été jugées comme des injures raciales. Ces condamnations montrent que certains sujets, en particulier ceux liés à la mémoire des crimes, à la haine raciale ou au terrorisme, ne peuvent pas être tournés en dérision, sans conséquences ni juridiques ni morales. Et puis, certains sujets ne peuvent décemment pas faire l'objet de blagues absurdes. Cher professeur, ici présent, comment ne pas penser en ce moment à votre confrère, Samuel Paty, cet homme, un enseignant passionné, lâchement assassiné dans l'exercice de ses fonctions, un acte barbare qui a engendré une onde de choc immense, une tragédie qui a marqué durablement la communauté éducative française. Et pourtant, dans les jours sombres qui ont suivi cet événement, certains ont usé d'un humour malvenu, propageant l'effroi et l'indignation. Par exemple, Blanche Cardin, humoriste reconnue pour son humour acerbe, que j'apprécie particulièrement, a usé d'un trait d'humour que j'ai trouvé cette fois-ci très malvenu. Après l'assassinat de ce professeur, elle a en effet publié un message assez surprenant sur Facebook. Samuel Paty, il ressemblait étrangement à Xavier Dupont de Ligonnès, non? Une blague qui a reçu une pluie de critiques, une myriade d'internautes ayant exprimé leur mécontentement face à cette comparaison entre l'enseignant et le tristement célèbre tueur présumé de sa femme et enfants. Certains ont demandé à l'humoriste de se mettre ne serait-ce que quelques secondes à la place du fils, de la mère ou de la femme de M. Paty. Qu'ont-ils pu ressentir face à cette blague très douteuse? Je crois vivement que le mieux pour les humoristes, face à de telles atrocités, de savoir faire profil bas et non de chercher à faire le buzz. Mon deuxième argument, pour justifier qu'on ne peut pas rire de tout, est tout simplement que l'humour peut faire mal.
en particulier lorsqu'il cible des aspects personnels sensibles, comme l'apparence physique, se moquer du corps ou de l'apparence d'une personne, même sous couvert de blagues, peut laisser des cicatrices émotionnelles profondes, notamment chez les jeunes qui sont particulièrement vulnérables aux moqueries, et surtout si la personne concernée est déjà complexée par son poids, sa taille, ses cheveux, ses taches de rousseur, ou tout autre trait spécifique qui rend chaque être humain beau et unique. Ce type de blague peut alors exacerber les complexes et renforcer l'idée qu'une personne est définie par son apparence, plutôt que par ses qualités intrinsèques. Personnellement, j'en ai fait les frais. Avec ma pommade, mes cheveux bruns, on m'a souvent dit, sous couvert d'humour, « Tu t'appelles Mathéo, mais c'est bizarre, tu viens d'où? D'un pays chaud, non ?» Suivi d'éclats de rire gras. Une phrase anodine peut-être, mais répétée des milliers de fois. Elle me colle à la peau, m'irrite, me blesse. Je vous l'affirme, ma chère consoeur, un rire qui se construit sur la douleur de l'autre n'est pas un rire joyeux. C'est une forme de harcèlement moral qui peut avoir des conséquences désastreuses. Détruire la confiance en soi et rendre quelqu'un triste, angoissé, voire le pousser au suicide. Est-ce que le but d'une blague est de faire souffrir quelqu'un? Je ne l'espère pas. De surcroît, l'humour, même lorsqu'il est destiné à faire rire, peut renforcer les discriminations sociales, surtout lorsqu'il touche des catégories déjà fragilisées, comme les personnes en situation de handicap. Des blagues qui paraissent alors anodines peuvent en réalité contribuer à maintenir des stéréotypes négatifs et à banaliser l'exclusion. Lorsqu'un comédien se moque de la différence, notamment celle liée au handicap, il risque d'ancrer dans l'imaginaire collectif des idées fausses et préjudiciables. Prenons un exemple survenu en 2018, lorsqu'un sketch de l'humoriste Jérémy Ferrari a créé une véritable polémique. Lors de son spectacle « Vent de pièces à Beyrouth », Ferrari a fait une blague en disant « Les trisomiques, c'est comme les enfants, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais il faut quand même leur donner à manger. » Cette blague a été perçue par de nombreuses associations comme irrespectueuse et dégradante à l'égard des personnes atteintes de trisomie 21 et de leurs familles. L'UNAPI a réagi en dénonçant le caractère humiliant et stigmatisant de cette remarque. Pour ces associations, ce genre d'humour normalise la moquerie à l'encontre des personnes handicapées, en leur attribuant une image de fardeau ou de nuisance pour la société. Ce type de blague peut avoir des répercussions sur la manière dont la société perçoit les victimes handicapées, en leur attribuant des rôles de victimes ou d'objets de dérision et en minimisant leur droit à la dignité et à l'inclusion. L'humour, dans ce cas, ne devient pas un moyen de rassemblement, mais un outil d'exclusion sociale, renforçant l'idée que la différence est un sujet de risée plutôt que d'acceptation. Or, le handicap, qu'il soit physique, mental ou sensoriel, fait partie intégrante de la diversité humaine. Il est une condition de vie avec ses défis spécifiques, certes, mais aussi avec sa propre richesse et sa propre manière d'être au monde. Réduire une personne à son handicap, en faire la source d'une blague, c'est nier sa complexité, occulter ses talents, ignorer sa dignité intrinsèque, c'est figer un individu dans une catégorie réductrice et nuire à son intégration sociale. Par exemple, pendant longtemps, certaines émissions de télé françaises, comme les Guignols de l'info, ont diffusé des sketchs qui caricaturaient de manière outrancière les accents africains ou maghrébins. Si cela a fait rire de nombreux spectateurs, cela participait aussi à stigmatiser ces communautés, souvent représentées comme ignorantes, agressives ou ridicules. Ce type de représentation répétée dans les médias peut avoir des conséquences sur la perception sociale de ces groupes, notamment dans le monde du travail, de l'éducation ou du logement. Le danger de cet humour réside aussi dans son pouvoir anesthésiant. Le rire désarme, il abaisse notre vigilance critique. Une idée raciste enrobée dans une plaisanterie se faufile plus aisément dans les esprits, y compris ceux qui se croient immunisés contre de tels propos. La blague devient alors un cheval de Troie, introduisant furtivement des représentations mentales toxiques, renforçant des biais inconscients et perpétuant une vision déshumanisée de l'autre. Pour conclure, laissez-moi vous poser une question. Quel est le bon humour? Je pense que c'est celui qui nous fait rire ensemble, qui pointe les absurdités de la vie sans écraser personne, qui nous aide à réfléchir sans blesser personne. C'est un humour intelligent qui demande de l'imagination et de la finesse, pas de la cruauté. On peut rire de nos propres défauts, des situations drôles, des erreurs que l'on fait tous. Ma consoeur vous dira sans doute que mon argumentation prône la censure. C'est faux. Je choisis simplement un humour qui unit plutôt qu'il ne divise. Un humour qui console plutôt qu'il n'accable. Un humour qui finalement est conforme à sa définition, c'est-à-dire qu'il fait rire. Alors rions, rions quand on regarde les fameux bêtisiers de fin d'année à la télé. Rions grâce aux blagues de Toto ou celles que l'on trouve dans les carambars,
Ou encore, riez, cher professeur, Madame Bouchot, Monsieur Éthéocle, des perles que vous trouverez dans nos copies. Mais je vous l'affirme, mesdames, messieurs, les membres du jury, un rire, s'il blesse, n'est plus un rire. Il nourrit la souffrance. Merci. L'humour noir, c'est comme les enterrements. Mieux vaut être dedans qu'en parler. Mais justement, parlons-en. Mesdames, messieurs, membres du jury, cher public, mon cher confrère, peut-on rire de tout? La réponse pourrait bien vous faire mourir de rire, ou pas. Tout d'abord, le rire à proprement parler, c'est quoi? Le rire se définit comme manifester une gaieté soudaine par l'expression du visage et par certains mouvements de la bouche et des muscles faciaux, accompagnés d'expirations plus ou moins saccadées et bruyantes. Bon, normalement, tout le monde voit ce que c'est. Enfin, j'espère pour vous, sinon votre vie doit être sacrément ennuyante. D'après l'OMS, les émotions non exprimées provoquent 80% des troubles qui affectent les sociétés occidentales. Le rire, qu'il soit heureux ou nerveux, est un moyen d'extérioriser ses sentiments. C'est un élément qui est donc essentiel pour chaque individu. Intérioriser son stress, sa frustration ou sa colère peut en effet se répercuter sur la santé. Parce qu'on l'oublie trop souvent, rire est une question de santé publique. Le rire est un excellent moyen de réduire le stress. Il fait baisser le taux de cortisol, augmente les endorphines et la dopamine, ce qui améliore l'humeur et aide à lutter contre l'anxiété et la dépression. Il a aussi de vrais bienfaits physiques. Il stimule le système immunitaire, soulage certaines douleurs et améliore la circulation sanguine, réduisant ainsi les risques cardiovasculaires. Et même, il tonifie les abdos. Enfin, le rire est un lien social puissant. Il rapproche, facilite les échanges et renforce les relations humaines. Oui, vous avez bien entendu, rire c'est bon pour le corps et pour l'âme. Membres du jury, cher public, chers confrères, n'avez-vous jamais ri lors d'un enterrement? À qui ça n'est jamais arrivé? Ce phénomène qui survient dans des moments de tension, de frustration ou d'inconfort, comme un enterrement ou une tromperie, se nomme le rire nerveux. Il surgit quand les mots ne suffisent plus. Il dit là, je suis dépassé. Et ce rire-là, mal placé, gênant, honteux, est pourtant profondément sincère. C'est sûr que si on se fait choper en train de rire à l'enterrement de Tata Berthe, ça la fout mal. Mais rire ne sert pas qu'à aller mieux. Il sert aussi à résister. Quand t'as plus rien, pas d'argent, pas de pouvoir, pas de moyens, il te reste le rire. Rire de soi ou faire rire les autres. Prenons l'exemple de Guillaume Batz. Vous voyez l'humoriste qui ressemblait à un parapluie cassé. Il était atteint de la maladie des os de verre. Au lieu de subir sa vie à cause de sa lourde maladie, il a préféré faire rire les autres et rire de lui-même. L'humour a été son échappatoire. Il disait « J'ai fait de ma maladie une arme. Plutôt que d'attirer la pitié, je préfère faire rire. » D'autres choisissent cette voie, pour garder le contrôle, pour ne pas craquer. Nombreux sont ceux qui préfèrent rire de choses tragiques plutôt que d'en pleurer ou de se morfondre. Dans les tranchées de 14-18, les soldats racontaient des blagues sur les cadavres autour d'eux. Rire de l'horreur qui se produisait était leur moyen pour ne pas sombrer dans la folie. C'était leur moyen de survie. Les flics, les pompiers, les urgentistes, tous ceux qui côtoient l'horreur au quotidien ont besoin de rire pour ne pas sombrer. L'humour noir, ce n'est pas de la cruauté. C'est de la survie mentale. Certains préfèrent rire de leurs complexes, de leurs particularités, de faire des blagues dessus plutôt que d'en pleurer. Personnellement, j'en ai fait les frais. Et oui, comme vous, mon cher confrère, notez que ça nous fera au moins un point commun lors de cette soirée. Car du haut de mes 1m82, de mon corps de coton-tige, on m'a souvent dit « Ça va là-haut ? Ça va la girafe ?» Des phrases anodines, peut-être, mais répétées 1000 fois, ça devient pénible. Alors au lieu de me braquer, de faire la tête, j'ai préféré renchérir. J'ai fait le choix de moi aussi en rire. Aujourd'hui, je suis la première à faire des blagues sur ma taille ou sur mon corps. Pas pour faire plaisir, mais pour ne pas exploser, pour me protéger, pour reprendre le contrôle. Parce que parfois, rire, c'est la seule façon de ne pas haïr. Nombreux sont ceux qui me diront qu'il y a des limites, qu'il y a des sujets qu'il faut respecter. Mais moi, je vais vous poser une question simple. Qui décide ? Qui décide qu'on ne peut pas rire d'un génocide, d'un attentat ou d'une catastrophe naturelle ? La réponse est tout aussi simple que la question. Personne. Parce que contrairement à ce que pense mon confrère, si on commence à dire que tel ou tel sujet est intouchable, et d'autres suivront, on ne pourra plus dire, on ne pourra plus rire de rien, et c'est bien cela qu'on nomme la censure. On peut et on doit rire de tout. Pas parce que tout est drôle, mais parce que tout doit pouvoir être regardé avec distance, avec dérision, même avec provocation.
C'est ça la liberté d'expression. Prenez Charlie Hebdo. Il rit de tout, des religions, des attentats, de la mort, de la politique. Ça, c'est pour ça qu'ils sont essentiels. En 2015, ils ont été attaqués pour des caricatures. Et qu'a-t-on entendu? Ils sont allés trop loin. Et ce ne sont pas eux qui ont tué des centaines de personnes seulement pour un dessin. Mais justement, si on tue pour un dessin, c'est bien la preuve qu'on a besoin de rire de ça. Parce que sinon, ce sont les fanatiques qui décident de ce qui est drôle et de ce qui est interdit. Rire, dans ce cas, devient un acte de résistance. Et interdire le rire, c'est le rendre plus explosif. Prenez aussi des catastrophes naturelles. Après le tsunami au Japon, les inondations en Europe, les incendies en Australie, les blagues ont fusé sur les réseaux sociaux. Certaines choquent, oui, et alors? Faire des blagues dessus, ce n'est pas se moquer des victimes, c'est se protéger du choc. C'est dire d'une certaine manière que l'on refuse d'être tétanisé par la peur, que là, on préfère en rire, même nerveusement, plutôt que de s'effondrer. Prenons la Seconde Guerre mondiale et le génocide juif. Là aussi, c'est un sujet risqué, où nombreux sont ceux qui refuseront d'en rire. Mais justement, si on arrête de rire de ce qu'il y a de plus monstrueux, c'est qu'on le laisse nous écraser. Prenez les humoristes juifs comme Mel Brooks, Sarah Silverman, ou encore en France, le célèbre Elie Semoun. Ils osent rire de la Shoah, pas pour faire oublier l'horreur, mais au contraire, pour ne pas la laisser régner. Mel Brooks, acteur et réalisateur américain, qui a perdu des proches pendant la guerre dans d'atroces souffrances, disait que rire d'Hitler, c'était tuer le Führer une seconde fois. Et il a raison, parce qu'en tournant en dérision un tyran, un bourreau, un idéologue meurtrier, on lui enlève sa grandeur, on le ridiculise, on le rabaisse à ce qu'il est, un monstre. Rire du génocide ne veut pas dire approuver le génocide. Ça veut dire, je me l'approprie, je le regarde en face et je le digère. Je décide de le raconter à ma manière, avec mes armes. Et parfois, ma seule arme, c'est le rire. Alors oui, même face à un événement aussi terrifiant que le génocide juif, on peut rire. Pas pour minimiser, mais pour résister, pour dénoncer, pour survivre. Dire que l'on peut rire de tout, c'est avant tout défendre notre liberté d'expression. Dans une société démocratique où chacun a le droit de penser, de critiquer, de provoquer et surtout de rire. L'humour fait justement partie de cette liberté fondamentale. C'est un langage, un outil, parfois une arme, qui permet de dire ce qu'on n'oserait pas exprimer autrement, ce qui peut parfois être difficile à exprimer sérieusement. Limiter les sujets sur lesquels on peut rire, c'est commencer à censurer. Et la censure, même quand elle se veut bienveillante, est toujours glissante. Si aujourd'hui on interdit une blague sur la religion, demain ce sera une sur la politique, puis une sur l'histoire, et finalement, plus rien ne pourra être dit sans peur. Et ce qui ne peut plus être dit ne peut plus être débattu. L'humour, même noir, dérangeant ou provoquant, fait vivre la liberté d'expression. Il crée le malaise parfois, mais aussi et surtout la réflexion. Comme l'a dit Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et c'est bien ça, la liberté d'expression. Avoir le droit d'essayer, même si certains n'en rient pas. L'humour crée la réflexion, oui. L'humour peut aussi être choquant. Il peut mettre mal à l'aise, il peut gratter là où ça fait mal, mais c'est justement ce qui le rend nécessaire. Parfois, une blague raciste ou sur des événements tragiques peut faire plus réfléchir que de dizaines de discours flous et ennuyeux, parce qu'elle choque, elle dérange, elle crée une réaction. Et dans cette réaction, naît un débat, une prise de conscience. Et parfois, pour faire bouger les lignes, il faut justement choquer, faire grincer, heurter. Et qu'on le veuille ou non, l'humour est une arme intellectuelle. Et parfois, c'est dans l'horreur que cette arme est la plus puissante. Rire d'un monstre, ce n'est pas devenir un monstre. Rire d'un pédophile dans une blague, ce n'est ni approuver la pédophilie, ni la défendre. C'est une façon de reprendre le pouvoir sur ce qui nous fait horreur, de créer une distance entre nous et l'abject. La société mélange tout. Elle pense que si l'on rit, c'est qu'on approuve. C'est totalement faux. L'humour, surtout l'humour noir, n'est pas une validation morale. C'est un outil de défense, de dénonciation, parfois de survie. Rire permet de briser le silence, d'évacuer l'angoisse et surtout d'ouvrir des discussions qu'aucun discours n'ose parfois entamer. On peut rire de ce qui nous choque, non pas pour le minimiser, mais pour refuser de le laisser nous écraser. Alors oui, rire d'un sujet, même le plus terrible, ne veut pas dire être d'accord avec ce sujet. Ça veut dire qu'on voit l'horreur, mais qu'on ne l'oublie pas, et surtout qu'on refuse qu'elle nous fasse taire. Alors oui, mesdames, messieurs, membres du jury, cher public, mon cher confrère, on peut rire de tout. Pas parce que tout est drôle, mais parce que tout mérite d'être regardé, questionné, allégé. Parce que le rire, c'est une forme de survie, de résistance, de liberté. Rire, c'est ne pas laisser les monstres gagner. Parce que parfois, le seul moyen de ne pas sombrer, c'est de rire, même à travers les larmes. Et non, rire d'un sujet, ce n'est pas le valider, c'est justement lui enlever son pouvoir. L'humour n'excuse pas tout, mais il permet de tout évoquer. Il bouscule, il dérange, il fait réfléchir.
Il ouvre des portes là où les discours restent fermés. Alors oui, on peut rire de tout, pas avec tout le monde peut-être, comme le dit le fameux dicton, mais on en a le droit. Et surtout, on en a le besoin. Alors si je reprends la question posée en introduction par mon confrère, selon vous, peut-on rire des homosexuels et des transsexuels, des arabes et des noirs, des juifs et des nazis, des riches et des pauvres? Je le crois. Merci pour votre attention.